Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Tout de suite, le sommaire. Le mouvement dénommé Collectif des Amis soutient les actions du président Patrice Talon. Ces jeunes réaffirment leur engagement aux idéaux du chef de l'État. On parlera également dans ce journal du Festival international de la Porte du Retour. C'est une initiative de l'acteur béninois Jimon Roussou pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et puis nous allons visiter la ville de Parakou. La ville change complètement de visage. Bientôt la fin de la première phase du projet asphaltage et déjà les populations sont en joie. Merci de nous rejoindre. Encore du soutien au chef de l'État dans le plateau d'Abomey. Le mouvement dénommé Collectif des Amis de Blaise Salanon réitère son soutien aux actions de Patrice Talon. C'était à la faveur d'une journée culturelle à la Maison des Jeunes d'Abomey. Reportage signé Vitis Arouré et Benol Diogbe. Une rencontre festive et politique animée par les artistes de la 23e circonscription électorale. Occasion pour le Creuset, collectif des Amis de Blaise Salanon, d'annoncer son retrait du parti Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement. Le bloc DUD, qui au départ était à notre connaissance du côté du chef de l'État, est devenu centriste. Cette décision du bloc DUD a ébranlé et inquiété tous les militants de la 23e circonscription électorale. Nous avions constaté avec amertume l'absence unilatérale du bloc DUD au dialogue initié par le chef de l'État après les dernières législatives. Ces hommes et femmes clarifient leur position sur l'échiquier politique national. Nous, militants de la 23e circonscription électorale, ayant à sa tête Blaise T. Salanon, avions décidé de rester fidèles à notre engagement de départ qui est celui de soutenir sans condition les actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Un rassemblement politique, point de rencontre de plusieurs arts. Donc c'est ça qui montrerait, pardon, la certaine union en français de paix, car son nom est là, d'abord, pour y être, car son nom est là, au état du développement, on a même le quasi de production à la vie. Jamais ça ne vont entendre un fils du terroir dire qu'il se trouverait dans l'opposition. Parce que nous avons vécu cela pendant des années. Ça ne nous a rien apporté. Et l'opposition n'apportera rien. Et pendant ce temps, le parti Bloc républicain s'agrandit. Elisabeth Agbosaga, présidente du parti Union pour la démocratie et le changement, est désormais membre du Bloc républicain. La cérémonie d'adhésion a eu lieu à Boycon. On retrouve Vitis Arouré et Benol Diogbe. Je déclare solennellement, en mon nom propre et au nom des militants, élus, sympathisants, de l'ex-parti UDC Nounayon, notre adhésion au bloc républicain. Elisabeth Agbosaga, épouse d'Awad, conseillère communale à Boycon, dissout ainsi son parti politique Union pour la démocratie et le changement au profit du bloc républicain, le parti du cheval blanc.
Le parti Bloc républicain est le seul parti qui révèle la femme. Le Bloc républicain dispose dans son statut à l'article 51 une représentation de 30% des femmes dans tous les organes décentralisés. En ma qualité de député à l'Assemblée nationale, je déclare solennellement que Mme Agbo-Saga et sa suite viennent d'intégrer le Bloc républicain et nous vous accueillons. C'est une femme amazone. C'est une brave dame qui aime son pays et qui aime faire le combat politique. La candidate arrivée 17e sur 33 lors de la présidentielle de 2016 reverse également ce cadre, siège de son ancien parti dans le patrimoine du Bloc républicain. C'est le moment de reconnaître l'utilité des réformes politiques engagées par le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, qui permettront sans doute d'additionner les forces dans un cadre assainir et bien organisé pour plus d'efficacité et d'impact national. Ces réformes sont programmées depuis plus de 20 ans. Aucun chef d'État n'a pu le faire. Et aujourd'hui, grâce à sa témérité, notre président de la République, M. le Président Talon, il a pu le faire. On va demander tout simplement à notre Seigneur de le bénir. Amen. Pour qu'il ait la santé de continuer tout ce qu'il a entrepris pour notre cher et beau pays, le Bénin. Elisabeth Agbo-Saga, épouse d'Awad, entend hisser plus haut l'étendard du Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. On prend la direction de Parakou, encore quelques petites commodités et la première phase du projet asphaltage sera terminée. 20 km de route secondaire réalisée dans la cité des Kobourou par le gouvernement. Les populations expriment leur joie ici au micro de Olviga Messan et Bertin Adimi. Rien ne pouvait présager, quelques années en arrière, de la fluidité de la circulation ici à Zongo. À l'image de bien d'autres quartiers de la ville, l'asphaltage, un projet cher au gouvernement, a eu droit de citer, entraînant un impact certain. Comme la voie est faite, maintenant, les clients viennent plus qu'avant. Maintenant, ça donne quand même, ça va. Si les clients passent, ils voient mon travail, bon, ils s'arrêtent pour faire chose. Mais avant, comme la voie n'était pas bonne, bon, c'est une fois en passant, les clients viennent. Les voies que le gouvernement est en train de tracer aujourd'hui, très délicat, vraiment ça rend la facilité de la circulation et puis nous sommes vraiment contents du gouvernement par rapport à ces genres de travaux, du bitumage des voies qu'ils sont en train de faire. Vraiment moi j'apprécie ça. La circulation est un peu plus facile, j'arrive à mieux gagner. C'est une chose fantastique parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas emprunter cette voie-là sans craindre beaucoup de fatigue et même un accident de circulation. Mais depuis que cette voie a été construite, on voit qu'il y a plus d'abondance ici. C'est la preuve que c'est une chose bonne qui a été faite pour la population. Parce qu'il y a la grande voie qui est de l'autre côté. Quelqu'un qui quitte par exemple le quartier Banikani et qui va vers le CEJ Guémon. Avant, on était obligé de prendre par l'autre voie. Ça nous fait plus de perte de temps et plus de perte de carburant. Mais aujourd'hui, on peut directement passer par ici. Ça fait forcément un plus-value pour nous. Je remercie l'État pour cette voie qu'ils nous ont fait parce que ça représente quelque chose pour nous dans notre pays. Parce qu'avoir des voies dans notre pays, ça nous permet d'échanger, de faire le commerce, la libre circulation des biens et des personnes. Des 70 km de route secondaire prévus pour être réalisés à Parakou, 20 ont déjà vu le jour et font la fierté des différents usagers. C'est très bon, moi je suis très content même. Je ne peux pas vous mentir, je suis très content. C'est une bonne chose, c'est très bon, c'est bien fait. Je passe par ici des fois avec l'engin, mais aujourd'hui je suis à pied. Aujourd'hui c'est mieux par rapport à avant. Il y a de l'eau, des fois
Quand les gens passent, même si tu as porté tenue, on va envoyer l'eau avec de la terre rouge, là, tout ton tenue serait sale, comme tu as été au champ, quoi. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment fier. Bon, je suis en train de remercier le gouvernement que l'idée n'a qu'à évoluer plus que ça. Moi, je connais cette voie-là. Avant, s'il pleuvait, c'était pas joli, c'est pas joli à voir, au fait. Mais depuis quand ils ont fait le goudron, vraiment, même nous qui sommes à côté du goudron, on est contents, on est fiers. Moi, je félicite les gens qui ont fait cette route-là. Et aussi le gouvernement de M. Patrice Talon pour l'acharnement de travail qu'ils ont fait pour cette voie. Tant qu'il reste à faire, les attentes ne manquent jamais. Bien que satisfait de ce qu'a déjà fait le gouvernement, les usagers de la route en demandent encore. La grande voie qui mène vers le nouveau quartier, si on prend le rond-point Papini, il y a une grande voie qui va vers Domosco là. C'est une grande voie par cause que la circulation passe beaucoup. Je vais demander au gouvernement de Patrice Talon et notre maire, M. Charles Toko, de vite voir cette voie-là pour nous aider à vite faire la voie là. Pour qu'on puisse encore un peu content du travail qu'ils font à Parakou. Je voudrais déjà les remercier pour ce qu'ils ont déjà fait et leur demander de ne pas s'arrêter en si bon chemin, de continuer l'œuvre qu'ils ont commencé pour le bonheur des populations. Il y a le quartier le plus populaire de Parakou, le quartier Banikani. Il n'y a pas de voie là-bas alors que c'est le quartier, le plus grand quartier de la ville. Quand on parle de transhumance, on pense notamment au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et pour atténuer ces conflits et instaurer un climat d'entente, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane a réuni les éleveurs du département de l'Aliborie. Les questions liées à la valorisation de l'aliment du bétail et la prévention de certaines maladies ont été également abordées. Le reportage de Estelle Pazou et Kanel Kakbo. Ils sont tous des éleveurs du département de l'Aliborie. Leur présence massive à l'appel de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES traduit combien ils sont conscients de l'enjeu de la transhumance. Premier point abordé, l'arrêté interministériel interdisant la transhumance transfrontalière. J'ai reçu il y a quelques jours l'arrêté interministériel qui nous a été envoyé pour le refus de la transhumance inter-État. Et nous sommes obligés de nous conformer au texte de la République. Il reste cependant à mettre fin aux situations de conflit, de dégâts et de meurtres liés à la transhumance interne. À chaque fois, c'est à travers des séances comme celle-ci que la PES cherche à atteindre son objectif. Dès que une campagne de transhumance démarre, nous prenons notre bâton de pèlerin pour échanger, informer, sensibiliser les parents, les éleveurs, tous les acteurs, tous ceux qui sont concernés par la mobilité du bétail. Depuis 2018, le préfet de l'Aliborie a initié un arrêté préfectoral. Il invite les agriculteurs à libérer un couloir de transhumance de 40 mètres au niveau des principaux axes de passage du bétail. Et toujours dans sa logique d'éviter tout conflit, c'est un message de paix qu'il transmet par le biais de son chargé de mission. Il m'a demandé de vous engager, chacun ce qui le concerne, à se rappeler tout au long de cette période de transhumance des relations séculaires de fraternité qui ont toujours caractérisé les éleveurs et les agriculteurs pour que chacun ait un comportement conciliant. La transhumance implique aussi l'alimentation du bétail et la santé animale. Tous ces aspects sont abordés, de même que la dynamisation et la structuration de base de la PES. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On parle maintenant des soirées Bénin Siao Aod. C'est un trophée qui récompense les meilleurs dirigeants d'entreprise. Nous en sommes à la toute première édition. Nika Norkovi y était. 3 têtes d'affiche, 3 stars du management entrepreneurial distingués du Graal des Bénin CEO Awards. Le prix du meilleur dirigeant d'entreprise de l'année 2019 au Bénin. Sébastien Yves Ménager de la Sobebra, Komila Zanoulekou d'Ecobank
et Stephen Blewett de MTN se partagent la vedette au cours d'une soirée de distinction qu'ils rêvent déjà émulatoire. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons mettre la barre à un niveau plus élevé, de manière à ce que nos entreprises, comme je l'ai dit tantôt, soient plus compétitives et soient plus performantes. Ces trois-là, comme les autres chefs d'entreprise distingués au cours de cette soirée, ne doivent le mérite qu'à leur qualité managériale, assurent les organisateurs. Les lauréats sont distingués parmi leurs pairs par la réalisation d'opérations majeures. Leur impact notable sur leur secteur d'activité, sur le paysage entrepreneurial béninois, de même qu'à travers leur leadership et leur réputation. Le label Bénin CEO Award tire son origine d'un vœu de célébrer l'excellence managériale au Bénin. Le Bénin CEO Award est à la fois un événement et un classement annuel réalisé en toute indépendance par le cabinet Avis+. Notre ambition est de positionner le Bénin CEO Award comme la plus prestigieuse cérémonie de récompense et de management de leadership au plan national. Pour certains lauréats, c'est une récompense qui vient reconnaître le fruit de leur travail et qui marque aussi le point de départ d'un supplément d'efforts. Ils nous ont mis encore une corde au cou afin que nous puissions pousser davantage plus loin. Et comme on dit, nous irons au-delà de nos limites. Pour les membres du gouvernement présent, les Bénin CEO Awards semblent déjà d'un concours certain pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux en ce qui concerne le climat des affaires au Bénin. Peut-être que je défonce une porte ouverte, mais il me plaît de rappeler que depuis bientôt 3 ans, notre pays, sous le leadership du président Talon, vit une accélération, une transformation accélérée, et ceci sur tous les plans, avec comme focus, bien évidemment, de faire en sorte que de positionner notre pays comme un pays phare, un pays où il plaît aux chefs d'entreprise d'ici et d'ailleurs d'investir, de faire croître leurs affaires, de gagner beaucoup d'argent. Je sais que je suis aux côtés et j'aimerais être encore plus aux côtés de ces entreprises qui représentent la richesse de notre économie et que le gouvernement est à leur disposition pour les accompagner, pour les écouter et faisons, je pense, donnons le meilleur de nous-mêmes pour que le monde des affaires soit le plus fructueux pour eux et le plus agréable. L'édition 2020 des Bénin CEO Awards a laissé comme un goût de magie dans l'air. Un rapport peut-être avec l'orchestration scénique des organisateurs et cette impression d'impatience générale au sujet de la prochaine édition. On ouvre la page culture de cette édition. La ville d'Abomey a sacrifié à la tradition. Là-bas, on a célébré les cultes endogènes ce 10 janvier. Le grand conservatoire des Vaudons du Dahomey est resté au cœur de l'événement dans la cité des Rwibadjavi. Regardez. Au 31 décembre 2019, le budget alloué au secteur du tourisme, hors dépenses de personnel et hors transfert en capital au profit de la NPT, a été consommé à hauteur de 36,91% base ordonnancement contre 5,92% au 30 septembre 2019. Le niveau d'exécution physique des activités est évalué à 39,5% au 31 décembre 2019 contre 7,99% enregistré au 30 septembre 2019. Pour ce qui concerne le secteur de la culture et des arts, au 31 décembre 2019, le taux d'exécution financière est de 39,27% base ordonnancement contre 31,55% au 30 septembre 2019, pour un taux d'exécution physique de l'ordre de 29,16% contre 13,51% au 30 septembre. Mon ambition est d'atteindre un taux record base ordonnancement du budget de 30 milliards 105 millions de francs CFA alloués à notre ministère au titre de l'année 2020 au soir du 31 décembre 2020. C'est sur ces mots que je voudrais, avec
la permission du Présidium, que je voudrais, disais-je, déclarer officiellement lancé ce jour, jeudi 9 janvier 2020, les travaux de la revue au 31 décembre 2019 du PTA du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, ainsi que le lancement du PTA exercice 2020 du ministère. Vous venez plutôt de suivre l'élément consacré donc à la revue annuelle du PTA 2019 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons nous rendre à Abomey. Là-bas, on a sacrifié à la tradition. On a célébré les cultes endogènes ce 10 janvier. Le grand conservatoire des Vaudons du Dahomey est resté au cœur de l'événement dans la cité des Rwibadjavi. Regardez maintenant. C'est une première dans l'arrondissement de Tio, commune de Glazoué. Les populations des différents villages célèbrent de concert les religions endogènes au palais royal d'Agouagon sous la houlette du roi Toklé Agua XIV. Une occasion solennelle pour les adeptes des divinités Hevioso et Sakwata de démontrer leur art de danser dans toutes ses dimensions. C'est impressionnant. Il faut s'approcher pour savoir ce que représente notre tradition, la qualité des hommes que nous avons dans ce domaine. Moi, j'ai été très passionné. J'ai été surpris par des pas de danse que je n'ai jamais imaginés. J'ai été surpris par des propos, par des idées que nos adeptes développent. J'ai été surpris par des comportements qui tiennent. Parce qu'avant, quand on dit vaudou, 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 les gens ne regardent que le mal qui tourne autour. Pourtant, c'est un besoin et nous l'utilisons. C'est ainsi que même dans le vaudou Sakwata et tout ce que vous connaissez dans le culte vaudou, il y a beaucoup de bien, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mal. Mais est-ce que c'est cela qui va faire que nous allons laisser ce qui nous concerne et aller adopter à 100% ce qui est importé? Moi, je ne crois pas. La célébration des religions endogènes dans l'arrondissement de Tio, c'est aussi sur l'esplanade de ce temple vaudon. Dieu a créé la terre, a créé les êtres humains, chacun avec sa manière de faire, avec sa manière de communiquer avec lui, Dieu étant unique. Et sur cette base, d'un point à un autre, nous avons des manières différentes d'adorer le Seigneur Dieu. Donc pour nous, qui sommes des religions endogènes, voici notre manière d'adorer, notre manière de glorifier. Et enfin on dit Djawamo. Djawamo, ça veut dire que nous sommes nés, c'est notre héritage, l'héritage de nos parents. C'est arrivé, c'est là, on est arrivé, on a retrouvé ça. Nos parents nous ont laissé cet héritage, on ne doit pas laisser ça. J'ai l'enthousiasme de venir assister et vous voyez avec moi qu'il y a de bonnes ambiances ici et les esprits sont là avec nous. Tout ça, c'est avec ça qu'on est né et c'est notre identité. Les organisateurs de la fête des cultes endogènes dans l'arrondissement de Tio, commune de Glazoué, envisagent une célébration tournante dans les villages. On parle à présent du Festival international de la porte du retour. C'est une initiative de l'acteur béninois Jimo Roussou pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Ce projet est porté par le gouvernement béninois à travers les ministères des Sports et de la Culture. Ils étaient justement face à la presse pour annoncer l'événement prévu pour le dernier trimestre de l'année 2020. Oswald Omeki, ministre des Sports, est au micro de Océane Amoussou et de Rodrigue Blondouma. Le but de cette conférence de presse est de vous annoncer officiellement ici au Bénin que l'initiative telle qu'elle a été annoncée par Jimo le 2 décembre 2019 dernier aux Nations Unies va effectivement se dérouler. L'initiative en question, c'est un marathon de la porte du retour. Il faut comprendre porte du retour
parce qu'un choix a été fait que ce marathon se déroule avec comme ligne d'arrivée la porte du non-retour, mais que symboliquement, puisqu'il s'agit d'un événement à l'intention de toutes les communautés afrodescendantes, que symboliquement cela soit considéré comme un retour. Alors, qu'il vous souvienne qu'en décembre dernier, le 2 décembre 2019, c'était les 400 ans de l'abolition de l'esclavage. À cette occasion, les Nations Unies ont organisé le Black Caucus, qui est une rencontre de très haut niveau où les personnes de la race noire les plus en vue se réunissent. Et c'est à cette occasion que Jimoh Oussou, conformément à ce que nous avions déjà retenu, puisque ça fait des mois que nous travaillons sur ce projet, a annoncé au siège des Nations Unies la tenue de cet événement majeur au Bénin, un événement multidimensionnel, touristique, culturel et sportif. Mais si, à dessein, cet événement a été dénommé Marathon de la Porte du Retour, avec un petit trait sur le nom, c'est pour symboliser ce retour aux sources que nous souhaitons tous, qui est, on va dire aussi, au cœur de ce que le président de la République souhaite. Parce que, vous le savez tous, en termes de valorisation de notre patrimoine, en termes de positionnement touristique du pays, nous souhaitons faire de ce pays la destination où toutes les communautés se sentent bien, se sentent à la maison, et surtout la destination où tous les afro-descendants retrouvent leurs origines. Dernière information de ce journal, deuil dans le monde des médias. Fernand Azorpota, journaliste émérite, a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi 10 janvier au 11 janvier 2020. À l'âge de 70 ans, l'illustre disparu a été le premier directeur régional de l'ORTB Parakou. La nouvelle de sa disparition est parvenue à ses anciens collaborateurs ce 11 janvier 2020, alors qu'ils étaient en pleine séance des retraités à la salle de conférence de la station régionale. Suivez ici les différents témoignages que les retraités de l'ORTB du Septentrion retiennent de lui. Ils sont au micro de Nestor Sela et Abdoulofou Idrissou. Il fait partie des tout premiers affectés par rapport à la Parakou. Donc nous faisions partie donc, de ce contingent où il a travaillé, on a travaillé ensemble avant qu'il ne reparte pour devenir directeur, le tout premier directeur d'ailleurs de Parakou, le tout premier directeur. Il connaît bien la maison et il a su gérer la maison pour avoir travaillé d'abord en tant qu'individu et après il est revenu chef programme, après chef programme, directeur, tout premier directeur. Donc on ne peut rien lui reprocher, c'est vrai qu'il n'a pas trop duré, mais on ne peut rien lui reprocher. De toute façon, c'est mon point de vue personnel. Ici, la voix de la révolution, office de radiodiffusion et télévision du Bénin, station régionale de Parakou, émettant sur les fréquences de 935 kHz et 320 m 85 en ondes de moyenne, et en course sur la fréquence de 5025 kHz, soit 59 m 70. Il est en ce moment 5h02 dans nos studios. C'était donc en 1983, en avril 1983. Et avec sa douce voix, Fernand Azorpota captivait l'attention de tout le monde. Il partageait ses expériences avec tout le monde. La preuve, il a édité des documents pour la formation de la jeune génération. Paix à son âme d'abord. Et je souhaite beaucoup de courage à sa famille. C'est un patron effectivement que j'ai connu, qui a conduit quelques mois. C'est lui qui est le premier directeur. Je souhaite beaucoup de condoléances et je demande beaucoup de courage à sa famille, ses enfants, ses frères et tous les collègues qui l'ont connu, qui sont aussi ses parents. Je leur demande beaucoup de courage. On était en réunion des retraités ce matin quand la nouvelle nous est parvenue. Et vraiment, nous tous, nous sommes choqués de ce brusque décès. Moi, j'ai été son esprit. L'homme, il est sans façon. On a travaillé ensemble comme des frères. Il me prend comme sa petite soeur. Donc, il n'est pas un homme égoïste.
Il est humble et il me donnait même des conseils, mais on a collaboré en tant que frère et sœur, comprend. Que le Seigneur lui accorde son repos et l'accueille dans son royaume. Ferdinand Azopota, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été le premier directeur régional. Entre-temps, nous n'avons connu que des chefs stations. Avant cela, il a été chef des programmes. Et Ferdinand Azopota était plus qu'un directeur. Il était le père de toute la famille, vu les conditions difficiles dans lesquelles on travaillait à l'époque. Et pourtant, il essayait quand même de nous encourager, de nous donner quand même le réconfort moral afin qu'on puisse atteindre les objectifs. Donc c'est la mort dans l'âme que nous avons appris son décès ce matin. Mais on n'y peut rien. C'est Dieu qui donne et qui reprend comme il veut. Que la terre lui soit légère. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.